Bruno Gollnisch, le gouvernement de Manuel Valls fait les gros bras pour régler le problème du djihadisme en France, à votre avis? C'est beaucoup dire. On ne voit pas beaucoup de mesures concrètes, à part le renforcement des effectifs de nos services de renseignement, mais tout ça ne va pas assécher le terreau sur lequel a prospéré ce djihadisme. Je pense qu'il y faut bien davantage de mesures. Et je connais un certain nombre de cas très précis de djihadistes français repentis, il y a de cela 12 ans, qui demandaient par exemple à témoigner auprès des services de renseignement chargés de la surveillance précisément de l'administration pénitentiaire, celle-ci n'ayant pas daigné s'intéresser au témoignage, pour ne pas le citer, de Richard Robert, qui fut l'un des premiers jeunes Français par un idéal dévoyé à s'engager dans cette voie désastreuse. Je ne suis pas donc certain que le renforcement des effectifs suffira à lui seul à faire cesser une situation qui est quand même la résultante de toutes les carences, de toutes les lacunes, de toutes les trahisons, peut-on dire, contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, dans lesquelles les partis qui se sont succédés au pouvoir sont collectivement et solidairement responsables. Sarkozy-Hollande, même combat. C'est extraordinaire. J'ai entendu M. Sarkozy l'autre jour. Il retrouve des accents qui sont ceux du Front National. C'est la stratégie Buisson. Ça va peut-être marcher, pense-t-il. Et il dit maintenant qu'il faut déchoir de la nationalité française les doubles nationaux qui commettent des crimes et des délits et qui notamment s'engagent dans le djihad. Bon, et pourquoi faut-il les déchoir? Il faut les déchoir, comme le réclame d'ailleurs depuis 30 ans le Front National, qui réclame la déchéance des doubles nationaux qui commettent des crimes et des délits. Et eh bien, c'est pour, figurez-vous, c'est pour les expulser. Mais moi, j'ai le souvenir que Nicolas Sarkozy, élu sur un programme de rétablissement des libertés publiques, a comme première décision, sans doute pour complaire aux médias, décidé que l'on n'expulserait pas les délinquants étrangers. Il n'y avait même pas de problème de nationalité à l'époque. Il y avait des délinquants multirécidivistes qui avaient quelquefois des casiers judiciaires grands comme des accordéons, tellement on y avait accumulé de condamnations, et M. Sarkozy a donné dans le refus de ce que l'on appelle à tort, d'ailleurs, la double peine, c'est-à-dire, non, écoutez, s'ils ont été condamnés en France, il n'y a pas de raison en plus qu'on leur inflige l'expulsion qui est la règle dans pratiquement tous les pays du monde, dès lors qu'un étranger s'est conduit d'une façon contraire aux règles élémentaires de l'hospitalité. Manuel Valls qui parlait de zone de non-droit, qui a également prononcé le mot apartheid, dérapage? Non, c'est pas Manuel Valls qui parlait de zone de non-droit, c'est plutôt la chaîne américaine Fox News, contre laquelle la mairesse, Madame Hidalgo, porte plainte assez dérisoire, qui à mon avis a peu de chance d'aboutir, en tout cas, devant les juridictions américaines, sont plus scrupuleuses que les nôtres sur la liberté, cette fameuse liberté d'expression dont on nous rebat les oreilles et dont il faut bien dire qu'elle s'est rétrécie comme une peau de chagrin en France au cours de ces dernières années. Alors, certainement d'ailleurs, cette chaîne a eu tort si elle prétendait qu'il y avait des zones interdites en quelque sorte aux Français d'une façon quasiment légale avec des barrages à l'entrée des rues. Ça n'est pas le cas. Mais la réalité, c'est que dans un certain nombre de secteurs des banlieues de nos grandes villes, et même quelquefois au cœur de nos grandes villes, il y a des quartiers où c'est vrai, les Français de souche, les Européens, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, est-ce qu'on a le droit de dire les Blancs? J'en sais rien. Sont mal vus ou sont soumis à des tracasseries, des persécutions, des agressions dans des proportions telles qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est à les fuir. Par conséquent, il y a bien, comme l'a dit M. Valls, un apartheid. Seulement, là aussi, plutôt que de voir les choses, on s'attache aux mots. Ah mon Dieu, est-ce que Fox News a employé le mot exact en parlant en anglais de no-go zone, zone où il ne faudrait pas aller. Bon, est-ce que M. Valls a utilisé le bon mot en parlant d'apartheid? M. Sarkozy dit que non, que c'est pas ça, parce que l'apartheid, c'était une politique décidée par le gouvernement sud-africain. Ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'il y a de plus en plus sur le territoire français un certain nombre de zones où vivent en communauté, en agrégat, des personnes qui ne s'assimilent pas à la civilisation française et qui, bien souvent, malheureusement, manifestent à son égard une réelle agressivité.
quelles que soient les causes, on peut en discuter. Est-ce que c'est le mal-être social? Est-ce que c'est la crise économique? Je crois que ce ne sont pas du tout les seules causes. Je crois qu'il y a aussi des causes culturelles à cela. Je crois qu'il y a le déracinement que favorise l'immigration. Il y a la destruction des structures familiales traditionnelles dont les immigrés sont originaires. Je crois qu'il y a aussi l'espèce de repentance perpétuelle auquel on astreint le peuple français, qui fait croire précisément à ces jeunes immigrés que tout leur est dû. Enfin, il y a beaucoup de causes à cela. Mais c'est une réalité, en tout cas, qu'il y a de plus en plus sur notre territoire des zones qui échappent précisément à la présence naturelle, à la circulation naturelle de tous les résidents et de tous les habitants. Ici, ailleurs, d'ailleurs, nous sommes assez bien placés pour le savoir, pour avoir tenté de faire campagne dans l'un de ces quartiers, comme l'on dit. Maintenant, on parle de quartiers, ce sont les euphémismes habituels, et où nous avons été reçus par une véritable intifada. Par conséquent, ce sont des réalités qui existent. Le tort de M. Valls n'est donc pas d'avoir prononcé le mot d'apartheid. Le tort de M. Valls, c'est de mettre cet apartheid sur le compte, en quelque sorte, de la société française. Non, si cet apartheid règne, il règne souvent à l'égard, précisément, à l'encontre de ce que l'on appelait par dérision, par mépris, quelquefois, les petits blancs. C'est ceux-là qui sont chassés, parfois, de façon souvent occulte, insidieuse, quelquefois beaucoup plus brutale, de leur lieu d'habitation et des endroits où ils ont eu l'habitude de vivre et où parfois même ils se sont implantés, sont devenus propriétaires à grands frais pour des appartements qu'ils doivent ensuite brader, bien heureux de trouver ailleurs un espace plus propice à leur mode de vie et à leur sécurité. Aymeric Choprade a réalisé une vidéo au Parlement européen dans laquelle il expliquait que la guerre était déclarée, avec notamment des musulmans. SOS Racisme porte plainte. Aymeric Choprade n'est plus aujourd'hui le responsable de la délégation française au Parlement européen, le responsable des eurodéputés frontistes au Parlement européen. Une crise nouvelle ? Non, j'espère en tout cas que ça n'est pas une crise. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une crise de grande ampleur. Je comprends Aymeric Choprade dans la mesure où je suis moi-même un universitaire, où je sais que les universitaires travaillent souvent de façon individuelle. C'est-à-dire que nous essayons d'aller aux sources et puis nous publions une idée, une doctrine, et nous attendons que, en quelque sorte, nos confrères la critiquent ou pourquoi pas l'approuvent. Évidemment, je conçois aussi que dans l'exercice de ses responsabilités, la présidente du Front National, Marine Le Pen, souhaite en quelque sorte contrôler le discours en matière notamment de relations internationales et manifester une prudence, à mon avis, très grande, en tout cas, en matière de persécution judiciaire. Car il faut savoir que dans ce pays qui se targue et qui s'est targué encore lors des récents événements d'être le pays de la liberté d'expression, la liberté d'expression s'est réduite comme une peau de chagrin. Il y a quantité de lois liberticides qui portent atteinte à cette liberté d'expression. Et c'est vrai que quand on est à la tête d'une organisation importante comme le Front National, et que l'on doit faire face éventuellement aux frais de justice, aux actions judiciaires de toute nature, évidemment, on peut être porté à une certaine prudence. Ce que je souhaite, c'est que la paix revienne à l'intérieur de notre mouvement, dans le respect des hiérarchies naturelles, et qu'on trouve un moyen aussi de pouvoir en quelque sorte s'exprimer sans que cela nécessairement engage notre mouvement. Il y avait autrefois quantité de colloques qui étaient organisés par le Conseil scientifique du Front National et dans lesquels s'exprimaient sur divers sujets des pros et des contras, sur des sujets aussi divers que les retraites, le réchauffement climatique, l'avenir de l'automobile, que sais-je encore, les délocalisations avec Thibault de la Tocquenay notamment. C'était un espace
laissée aux opinions libres, étant entendu que je conçois très bien que ces opinions, dès lors qu'elles sont libres, ne doivent pas nécessairement engager la hiérarchie, et en l'occurrence la présidente du Front National. Donc j'appelle, dans la mesure de l'autorité limitée que l'on me reconnaît, à davantage de sérénité, de fraternité, de prudence, et bien évidemment dans le respect de la hiérarchie du mouvement. Nous sommes venus vous retrouver hier en Provence, à Hyères-les-Palmiers, où vous lanciez la campagne de vos deux candidats du binôme Marie-Laure Colin et Patrick Collet pour les élections départementales. Belle réunion? Oui, très belle, très sympathique réunion, et nos deux candidats qui sont conseillers municipaux, Patrick Collet et Marie-Laure Colin, je l'espère, vont encore marquer des points dans cette consultation électorale absolument mirobolante, parce que il faut bien dire que les socialistes qui veulent tuer les départements organisent quand même ces élections départementales, sans que l'on sache exactement quelles compétences ils vont laisser au département ou leur reprendre. Tout ceci sur un fond de réforme. C'est assez curieux de réformer une institution dont on veut qu'elle disparaisse. Notamment, ils ont divisé par deux le nombre de conseils de cantons, sous prétexte de faire des économies quant aux indemnités des élus. On divise par deux le nombre de cantons, donc on pourrait penser qu'on va diviser par deux le nombre d'élus. Pas du tout. On multiplie par deux le nombre d'élus, de telle façon qu'existe la parité. Avec les socialistes, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la parité dans tous les domaines, sauf dans le mariage. Et en plus, ce qui n'était pas le cas auparavant, il faut que ces deux candidats, hommes et femmes, s'adjoignent également deux suppléants, femmes et hommes. Voilà. C'est-à-dire que on a créé une véritable, est-ce que je peux dire ça, une véritable usine à gaz d'une incroyable complexité, et qui ne fera pas gagner un seul centime aux contribuables. C'est une réforme typiquement socialiste. Vous savez qui était le premier des socialistes? Ça a été Christophe Colomb. Il est parti sans savoir où il allait, il est arrivé sans savoir où il était, il est revenu sans savoir où il était allé, et le tout avec l'argent des autres qui ont payé le voyage. Néanmoins, je préfère de beaucoup Christophe Colomb aux socialistes actuels. C'était au moins un homme qui avait le goût de l'aventure, de la connaissance, et qui fait honneur à la civilisation occidentale. On vous laisse, Bruno Gollnisch, à vos aventures. Vous repartez, je crois. Oui, mais pas sur un bateau à voile pour découvrir le nouveau monde. Voilà, je repars plus prosaïquement vers le Parlement européen, Bruxelles, Strasbourg, l'alternance, le Conseil régional Rhône-Alpes qui m'attend encore pour une session budgétaire, et pour retrouver mes amis qui sont quand même le plaisir d'une activité qui autrement serait par moments assez ingrate. Et dimanche, vous marcherez pour la vie à Paris. Je vais m'y efforcer. Si je suis à Paris dimanche, je rejoindrai la manifestation pour la vie, et j'invite tous ceux qui le souhaitent à le faire, parce que je crois que la défense de la vie contre ce que le regretté pape Jean-Paul II appelait la culture de mort, c'est quand même un des grands enjeux de notre civilisation, aujourd'hui certainement plus que jamais. À bientôt, Bruno Gollnisch. Merci.